Bonjour, bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir les amis du Baobab, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau live podcast qui sera cette fois-ci édifiant sous le feu de la procrastination du thème qui vient d'être épinglé. Ce soir, les amis, un live podcast exceptionnel parce que j'aurai pour la première fois, non, pour la deuxième fois, une coach spécialisée en fait dans le développement personnel qui est Reskia Bouguera. Alors, ce live est fait pour des personnes comme vous, comme moi, qui cherchons le moyen de lutter contre la procrastination. Et voilà pourquoi ce live il a été fait, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes dans nos vies, on affiche souvent l'envie de se dépasser, l'envie d'être des chefs d'entreprise, l'envie d'être la nouvelle version de soi-même, et qu'à un moment donné, il y a l'effet de la procrastination qui vient, de remettre les choses à plus tard, de ne pas avoir envie de faire. Et à travers ce sujet, à travers ce thème, parfois il se cache peut-être une envie, une peur, soit la peur de la réussite, soit la peur de l'échec. Et je sais les amis que quand je vous avais posé la question, il y a un moment, on a fait un sondage sur Palab, en sachant si pour vous procrastiner était dû au fait d'avoir simplement la flemme ou simplement une peur de l'échec ou une peur de la réussite. Beaucoup ont produit la flemme. Et aujourd'hui, ce soir-là les amis, avec notre invité Reskia, on va essayer de répondre à cette question et de pouvoir faire tomber le mythe de la procrastination. Bonsoir. Bonsoir à toi Yves. Comment Bonsoir tout le monde. tu vas bien, Reskia? Écoute, ça va très bien et toi? Très très bien. Une longue journée. Je ne te cache pas que la fin de journée se fait un peu ressentir, mais dès que je me suis assis devant mon écran et à se dire qu'on va échanger ensemble, l'énergie me revient parce que c'est un sujet qui est tellement haletant et passionnant que j'avais hâte de pouvoir échanger avec toi et comment dire, te présenter à nos amis du Baobab de Palab. Donc heureux d'être avec toi et merci encore d'avoir répondu aussi facilement et rapidement à notre invitation. Je te C'est remercie. un plaisir. Moi, je suis très contente d'être là ce soir, très contente de pouvoir échanger sur un sujet qui, je le sais, concerne beaucoup de monde. Et puis bon, voilà, c'est vrai, grosse journée. En plus, avec la chaleur, c'est pas forcément très Oh, simple. c'est ça. Pas simple du tout. Écoute, Rizia, moi, ce que je te propose, c'est de pouvoir déjà te présenter, mais à travers des questions. Ces questions que je vais te poser, bien évidemment, en fait, tu n'es pas obligé d'y répondre. Si elles sont trop intimes ou trop personnelles, tu me dis, écoute, Yves, je réponds pas et c'est OK. Chez Palabre, tout est OK. Tant que c'est dit avec bienveillance et dans le respect, tout est OK. Pour qu'on puisse, comment dire, que nos invités, enfin que nos publics puissent savoir qui tu es. Donc c'est une série de questions très simples, hein, mais parfois il y a des gens, l'âge ou autres, sont assez susceptibles à ça. Bon, Et c'est un mystère, donc pour moi, voilà. Donc je tiens à te le dire, même tout au long de notre échange. Si une question se veut t'es pas à l'aise avec, tu me le dis, c'est OK, on passe à autre chose et on continue notre échange. C'est OK? c'est ok, c'est très clair. Super, je te remercie. Alors, je t'ai demandé, en fait, dans la fiche, ton nom y est noté, ton nom, prénom et ton âge. Oui, alors bon, moi, je m'appelle Reskia Bouguera et dans quelques jours, j'aurai 30 ans. Ok, d'accord. Donc, l'âge de la maturité, tu l'as acquis avant, comme on dit, c'est ça? Ah, Ah, forcément, parfois l'âge ne veut pas forcément dire d'accord. maturité. Les C'est vrai. expériences de la vie, l'histoire, le parcours fait que on est amené dans certaines situations à comment dire, à acquérir davantage de maturité assez tôt. Et c'est aussi voilà les situations un petit peu compliquées de la vie qui nous font grandir, mûrir et nous élever. Super, je te remercie. Et je vais te demander, quelles sont tes origines? Bien sûr, oui, Est-ce qu'il y a je suis algérienne. D'accord. Des deux parents nés en France ou, comment dire, est-ce que tes parents sont algériens? Toi, tu es né en France ou tu Oui. es une Algérienne qui est venue grandir en France? Alors moi, du coup, mon père était né là-bas, puis il est venu assez jeune pour ses études. Mhm. Et ma mère, elle est née en France. D'accord, ok, super, merci On est beaucoup. tous les deux d'origine algérienne également. Algérienne. Ok, ok, super, super. En plus, je vais, comment dire, parler d'un autre sujet. Je suis un amateur de football et l'émission que je suis, le RMC After Foot, sont actuellement en Algérie avec le coach. Il y a tout un engouement. J'étais tout à l'heure, j'écoutais l'émission dans les studios, tout le monde venait, criait. Il y avait une joie de vivre qui incarne vraiment le peuple algérien que j'ai aimé cette énergie qui se dégageait. Ça me faisait penser à ça, de me dire waouh, quelle énergie pour une émission qui est d'habitude assez sérieuse, assez posée. Et là, Oui.
Et il y avait plein d'engouement, c'est super. Rien qu'à l'entendre, donc stop, c'est super. Est-ce que tu as des frères et sœurs, est-ce qu'il y a? Ah non, j'ai pas de frères et sœurs. D'accord. Et du coup, donc, quelle est ta profession? Si tu peux dire ton métier, quel est ton métier? Oui, alors, mon métier, c'est je suis coach de vie. Donc, ma mission, c'est d'accompagner les personnes dans l'atteinte de leurs objectifs, des objectifs qu'elles n'ont jusqu'à présent pas réussi à atteindre seules, parce que blocage au niveau des croyances limitantes, difficultés de régulation émotionnelle. Et en fait, c'est des personnes qui vont avoir tendance à s'auto-saboter dans différents domaines de leur vie, que ce soit aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. J'ai également fait une formation complémentaire, une spécialisation plutôt, le mot est plus juste, pour tout ce qui est management en entreprise aussi, coach de manager, coach d'équipe. C'est quelque chose que j'exploite pas encore D'accord. aujourd'hui, peut-être plus tard. Je pars du principe que on se forme, on évolue et que parfois on emprunte un certain chemin. Quoi qu'il en soit, ce qui me passionne, ça reste les comportements humains, la puissance vraiment de l'inconscient aussi, et comment, dans certains moments de vie, on peut créer son propre échec, créer sa prison mentale, et au final, se dire, tu sais, se placer un petit peu en victime, mais je cherche quelque part, je cherche profondément à être C'est heureux, je cherche ça. profondément à m'accomplir, à me réaliser, et pourtant je n'y arrive pas. La vie me met des bâtons dans les roues ou je ne m'en pense pas capable. Voilà, ça c'est un petit peu les profils que je rencontre beaucoup et que j'accompagne au Ok, quotidien. ok. Super. Je trouve que c'est toujours une très belle vocation d'être coach, d'accompagner les gens, surtout à pouvoir résoudre leurs problèmes personnels. Donc, comment dire, à être cette petite flamme qui pourra ensuite rayonner en elle une lumière énorme. Et toi, en fait, pourquoi ce métier? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors, moi, c'est une longue histoire entre guillemets, mais je vais essayer de la synthétiser et de Ok, garder l'essentiel pour que ça puisse être pertinent pour les personnes qui nous regardent ce soir. Alors, moi, initialement, j'ai démarré mes études supérieures en fac de droit. Donc, j'ai une licence de droit, j'avais démarré un master et d'accord. arrivant en master, notamment à l'issue d'un stage en cabinet d'avocat, je me suis rendu compte que la réalité du métier et aussi du secteur n'était pas forcément ce qui me correspondait et ce qui allait satisfaire mes besoins. Donc j'étais quand même déjà assez à l'écoute de mes besoins et en fait je me suis dit bah ok, je me souviens j'étais en TD de droit commercial et je me dis mais j'ai plus ma place ici. Donc ça a été très compliqué parce que dans un premier temps je me suis dit est-ce que c'est un échec? Moi qui avais Vraiment. toujours été très studieuse, quand je me fixe quelque chose, je l'atteins. Et là, j'avais l'impression de m'être fixé un objectif et au final, de de pas Pas- aller au bout des choses. D'accord, d'accord. Mais, mais donc, du coup, j'ai fait après ce qu'on appelle une prépa. J'ai intégré une grande école de Super. commerce. Donc, moi, j'étais dans le domaine des marketing, du marketing dans les cosmétiques plutôt. Et en fait, pendant que j'exerce ce métier, je me rends compte que j'ai l'impression d'être un numéro. Ou en tout cas, que mon métier ne fait pas sens pour moi, je n'arrive pas à m'accomplir, je passe ma vie derrière Excel et ça ne me passionne pas à titre Je comprends. personnel. Parallèlement à ça, je vis des événements qui sont assez compliqués sur le plan personnel. Donc je connais, voilà, j'ai quelqu'un qui était très très important pour moi, c'était ma grand-mère. C'est une figure, elle faisait partie de mes fondations, hein, Mhm, si on mhm. peut utiliser quelques images. Et donc elle tombe malade, un cancer, et puis après elle décède. Et donc c'est vraiment tout un effondrement Ouais. intérieur. Et, Mhm, et mhm. cet effondrement, ces difficultés vont faire que je vais me poser la question, mais qu'est-ce qui fait sens pour moi? Mhm. Qu'est-ce qui m'anime en fait dans la vie? Pourquoi je me réveille le matin et qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir accomplir si demain, en fait, ma vie s'arrête et est-ce que je vais avoir des regrets? Et donc je me dis, mais qu'est-ce qui m'anime profondément? Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été cette personne vers qui on se tournait pour demander des conseils, Mhm. vers qui, enfin vraiment la première personne que l'on appelait dans des moments de difficulté. Et beaucoup de personnes me disaient, mais vraiment, tu as ce don qui, en réalité, peut-être il y a une part de don, mais il y a aussi le fait que moi, j'ai été accompagnée très tôt par des professionnels, des psychologues. Ça fait longtemps que je suis dans ce travail de moi, enfin D'accord. personnel, vu que j'avais pas mal de difficultés à la maison, c'était pas toujours simple.
Donc en fait, c'était devenu instinctif pour moi, naturel. Ok. Quand on a l'habitude de travailler sur soi depuis 9 ans, on a des automatismes que quelque part une jeune de 20 ans n'aurait pas forcément, un recul, une maturité, une sagesse. Et donc je me suis dit, bon allez, il est temps Alors, de m'occuper. tu dis depuis 9 ans, l'âge de 9 ans ou depuis 9 ans de vie? Non, L'âge de l'âge 9 de 9 ans. ans, d'accord, pardon pour la précision. L'âge de 9 ans, ok, d'accord. Voilà, tout à fait. Hmm. Donc s'ouvre vraiment en fait un nouveau langage, une nouvelle manière Totalement. d'appréhender le monde, Mhm. et surtout, je découvre la thérapie par la parole. Oui, Donc, quand on se construit avec ça, parce qu'à 9 ans, je suis encore en phase de construction, euh, exactement. on appréhende le monde de manière différente. Et on a cette maturité en nous de manière générale. Donc, je me dis, OK, vers quoi je pourrais me tourner? C'est vrai que si je ne m'étais peut-être pas lancée déjà dans toutes ces études, j'aurais peut-être, peut-être que je me dis parfois j'aurais dû faire une fac de psycho, des choses comme ça. Donc, je me renseigne un peu qu'est-ce qui existe aujourd'hui Mhm. et qui pourrait allier à la fois ce que je suis, mes besoins et mes aspirations profondes. Et donc, je découvre le métier de coach. Donc, je vais partir en école de coaching, je vais me former et ensuite, du coup, je vais exercer ce métier et qui m'en apprend de jour en jour, dans lequel je m'épanouis Génial. et je compte bien évoluer avec davantage de formation Super. encore, parce que pour moi, c'est un métier dans lequel on se forme en Je suis continu. d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage concernant ton histoire. Et j'aimerais, s'il vous plaît, les personnes qui sont avec nous, là, qui nous regardent, les sont des personnes, mettre des cœurs, des flammes à Reskia parce que c'est énorme ce qu'elle nous partage. Et ça témoigne de son parcours, de la résilience dont elle a dû faire acte pour pouvoir arriver là où est-ce qu'elle est aujourd'hui, qui est pour moi, enfin, comme elle le dit elle-même, pardon, le commencement d'une histoire parce qu'elle se forme jour en jour et qu'elle en apprend. En tout cas, merci pour ce partage. C'est très édifiant pour nous. Ça nous permet aussi au sein de notre communauté de pouvoir, comment dire, avoir des contre-exemples. Je pense que c'est très important aujourd'hui dans notre société de pouvoir avoir des personnes qui puissent refléter un autre miroir ou avoir un autre son de cloche. Donc pour ça, je te remercie. Je vais te poser une autre question. Juste avant de te la poser, pardon, ça fait combien de temps que tu exerces en tant que coach maintenant, tout pour tout, Alors, Reskia? moi, ça fait 1 an et demi à peu près. D'accord, un an et demi. Et en région parisienne ou, Oui, je sais pas, vous me demandez. en région parisienne. Alors aujourd'hui, mon activité, elle est principalement digitale. Je coach à distance, mais je compte pouvoir créer de plus en plus de choses en présentiel, D'accord, notamment peut-être aussi des événements ponctuels, génial. des conférences aussi. C'est vraiment ce vers quoi je tends de plus en plus parce que, bon, le digital, c'est très bien, hein, ça nous le prouve ce Limite. soir, on peut échanger, c'est Exact, génial. exact. Mais il y a quand même ce charme quand on se Totalement rencontre d'accord. et cette connexion qui est irremplaçable. Totalement d'accord. Je te l'accorde, je te l'accorde. Et Reskia, dans ce que tu fais dans ton métier, qui, j'imagine, te prend beaucoup de temps, est-ce que tu as des hobbies? Et si oui, trois hobbies que tu veux nous partager. Qu'est-ce que Reskia fait en dehors de son travail, de son temps libre? Alors, en dehors de son travail, alors déjà, le numéro un, ça va être le sport. Je suis quelqu'un de très, très sportif. Ça n'a pas Mhm. toujours été le cas. Moi, il faut savoir que je suis une ancienne obèse. D'accord. Donc, j'ai perdu voilà, près de 40 kilos assez jeune, à l'âge de 11 ans. Et après, je me suis du coup familiarisée avec une nouvelle hygiène de Génial. vie et du coup forcément du sport. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon équilibre. C'est un besoin essentiel. Donc quotidiennement, avant même mes journées, avant même que mes journées professionnelles démarrent, c'est Bon, sport, ok, non négociable. Et ok. après, sinon à côté de ça, qu'est-ce que je fais? Je lis, j'aime bien me cultiver. Et après, je dirais le numéro 3, ça serait passer du temps avec des personnes qui me sont chères à mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, je suis en pleine phase de développement de mon activité, donc du temps en réalité, j'en cherche J'imagine, souvent. c'est ça. Je crois qu'on est beaucoup dans cette situation-là. Exactement. Et Je vois très donc forcément, quand j'ai un petit moment, je le consacre à des personnes qui me font grandir aussi et auprès desquelles génial. j'apprends. Super, super. Et Reskia, dans ta vie, est-ce que tu as un lieu de cœur? Est-ce que j'ai, pardon, Est-ce que tu as un lieu de un cœur? lieu Ouais. de cœur? Bah en fait, pas forcément, Hein. parce que je vais te dire, j'ai appris à être bien avec moi-même et à être bien partout. Génial, Et génial.
que j'ai cette profonde sécurité que j'ai construite, qui est parfois mise à mal, attention, hein, je reste un être humain, mais parfois, vu que j'ai cette sécurité, partout où je vais, je me sens profondément bien Super. et je me sens profondément en adéquation avec mon cœur et ma tête. Génial. Donc, comme je le dis souvent, je peux aussi bien être dans un très beau palace et aussi bien être dans quelque chose de très modeste et m'y sentir parfaitement bien. Donc, je pense être un caméléon et ça me permet de me sentir chez moi, si je puis dire, partout. Génial. Super, super en tout cas, bravo. L'équilibre, en fait, ce fameux équilibre dont beaucoup de personnes recherchent, d'être, en tout cas, je dirais, être bien en soi. Tu vois, j'ai bien aimé ton expression chez moi, mon intérieur, donc je suis bien chez moi. Donc, une fois que je suis bien avec moi-même chez moi, je peux être bien partout. Et ben, en tout cas, très profond ta réponse et je te remercie. Et pour terminer sur cette question, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu nous as partagé ton parcours de vie, très résilient, une force de caractère. Est-ce qu'il y a un élément là qui revient, une chose dont tu es fier, que tu peux nous partager? Une chose qui fait qu'Iresca, aujourd'hui, moi, je suis fier. Je vais dire honnêtement et en toute humilité, je suis vraiment fière de tout. En fait, je suis vraiment fière de la personne que je suis devenue parce que comme je le dis, certaines personnes, en fait, moi je pars du principe que la vie n'est pas forcément juste. Mhm. La vie n'est pas juste, mais on peut toujours, en fait, il y a toujours un moment où même si le jeu de cartes n'était pas incroyable, on peut le changer. On peut donner une autre tournure à la Je suis d'accord. partie, un petit peu. Et je pense que bah déjà dans un premier temps, le fait d'avoir réussi à perdre ce poids aussi jeune, ça a été une de mes premières grandes victoires. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, j'ai peur de quoi Mhm. Mhm. maintenant? Je suis capable de ça, donc c'est que je suis capable quand même de beaucoup de choses. Et puis après, je pense aussi quelque part le fait d'avoir surmonté la dépression, parce que je l'ai connue, je l'ai vécue pendant plus d'une année, après le décès pendant et après le décès de ma grand-mère. Et en fait, de m'être relevée, quoi. Il y a un moment donné, j'étais sur mon canapé et je me disais, mais je vais faire quoi de ma vie? Mhm. J'avais Mhm. fait Mhm. des études, ça me plaisait pas. Je me sentais pas à ma place. Et je me disais, mais déjà, est-ce qu'un jour je vais réussir à trouver cette place dont on Exact. entend toujours Mhm. parler? Mhm. Et, Mhm. Mhm. et en fait, j'y suis arrivée parce que, voilà, avec du courage, avec beaucoup de résilience aussi que j'ai su développer, j'ai su trouver ma place et ça, je suis vraiment fière. Génial, génial. Ok. Franchement, en tout cas, dans ce que tu nous partages là, Reskia, il y a vraiment de quoi être fier dans ce parcours de vie, dans ces combats que tu as menés. En tout cas, bravo. Et encore une fois, les amis, s'il vous plaît, des cœurs, des flammes à Reskia, parce que on a besoin de ce genre d'échange, de ce genre de moment, malgré qu'on soit sur Internet en virtuel, où il y a un réel échange de cœur à cœur qui se fait, où il y a une vraie, où il y a comment dire, une histoire qui est partagée. C'est intéressant et c'est passionnant pour moi de pouvoir, en tout cas, être au centre de ce bel échange. Donc merci, c'est super. Merci. Eska, on va tout de suite maintenant rentrer dans l'autre phase de notre échange, comme je te le disais au préalable, rentrer dans ce pourquoi, en fait, nos équipes de Palabre ont pensé à toi pour ce sujet sur la procrastination. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend un peu souvent. Souvent même, on entend tout et son contraire en disant que quand procrastines, Racine, procrastines, c'est oula, pas simple, hein? si j'étais sur la télé, je serais fini dans le zapping. Surtout quand tu procrastines, en gros, c'est que tu as la flemme, que c'est normal, il faut laisser faire, il faut laisser, tu vois, on entend tout. Toi déjà, première question, qu'est-ce que c'est la procrastination? Si tu peux me dire en gros à quoi ça correspond pour qu'on soit tous au même niveau par ta définition. Très bien. La procrastination, c'est pas quelque chose de très compliqué, ça va parler à tout le monde. C'est le fait de remettre à plus tard, au lendemain, une chose qu'on aurait pu accomplir aujourd'hui. Parce qu'on va estimer que cette tâche, pardon, est pénible, ou bien parce qu'elle représente une certaine charge mentale. Et ce que je trouve pertinent de mettre en lumière, en tout cas moi c'est comme ça que je la définis la procrastination, c'est comme si on allait s'endetter dans un avenir, mais on ne sait pas quel va être le prix à payer, on ne sait pas quand en réalité on va le payer, mais on va devoir s'en affranchir au bout d'un moment, et plus on procrastine, plus on recule, plus le prix forcément augmente et la dette augmente. Exactement.
Mais du coup, alors, est-ce que comment dire, ce sentiment, cette sensation-là, elle se traduit par quoi, généralement? Parce que quand j'ai fait un sondage, j'ai posé la question, est-ce que pour vous, c'est simplement de la flemme? Est-ce que pour vous, c'est la peur de dire de l'échec, si on fait cette tâche et qu'on n'y arrive pas? Ou est-ce que pour vous, c'est la peur de la réussite qu'il y a derrière? Et beaucoup de gens m'ont répondu, c'est forcément la peur, pardon, c'est forcément la flemme. Et souvent, les gens disent, enfin, quand on a fait ce sujet, il y en a qui disaient, ben, en fait, ben non, t'as pas envie, t'as la flemme, t'es fatigué. Comment est-ce que ça se ressent dans le corps quand on procrastine? Je sais qu'on est tous différents, mais en règle générale, hein, tu vois. Bah, en fait, de manière générale, ce qui se passe physiologiquement, c'est que la tâche qu'on a à faire ou la discussion aussi qu'on a à entreprendre, peut-être que ça va parler aussi à d'autres personnes, il y a peut-être des discussions qu'on repousse parce qu'elles sont douloureuses, parce elles sont compliquées. Quoi qu'il en soit, ça va être générateur d'émotions, non pas négatives, j'aime pas ce terme, mais on va plutôt parler d'émotions désagréables. Mhm. Et par émotions désagréables, ça peut être de la peur, de la tristesse, de la frustration. Et du coup, ces émotions, puisqu'elles sont ressenties et qu'elles sont désagréables, le cerveau, il va automatiquement chercher du coup à s'en éloigner. D'accord. Parce que lui, il le voit comme un danger. Dès que Mhm. c'est désagréable, dès que c'est négatif, je m'en éloigne. Et du coup, on va avoir tendance à procrastiner activement, c'est-à-dire à faire d'autres choses qui vont peut-être qui vont nous donner du coup un petit shot de dopamine et une certaine satisfaction. C'est à ce moment-là qu'on va se mettre à ranger plein la maison ou bien qu'on va accomplir une autre tâche pour justement se dire bon, j'ai peut-être procrastiné mais j'ai quand même avancé sur ce sujet. Exactement. Et en réalité, on fuit, on évite. Donc voilà ce qui se passe. Et la plupart des personnes, en réalité, elles ne prennent pas forcément le temps de s'écouter et de comprendre pourquoi elles procrastinent. On va se dire, c'est la flemme, parce que c'est aussi une réponse de flemme, ça on va se le Exactement. dire. C'est la réponse la plus facile, en fait, c'est la plus convenue. Tu es d'accord avec moi? Et oui, donc alors que en réalité, c'est toujours ça, c'est que le cerveau humain va toujours chercher à éviter ce qui lui est désagréable et ce qui lui paraît comme étant une charge. Voilà D'accord. ce qui se passe. Donc après, forcément, le problème, et les personnes qui procrastinent beaucoup vont forcément acquiescer, c'est que avec la procrastination, va de pair la culpabilité. Parce qu'on est très vite rattrapé par cette culpabilité. Je suis pas capable, mon Dieu, je l'ai pas fait, pourquoi? Et maintenant, ça me retombe dessus, je peux m'en prendre qu'à moi. Et ça, du coup, ça crée un cycle d'auto-sabotage que l'on va répéter, que l'on va renforcer. Et le renforcement de ce cycle va avoir des répercussions sur la valeur que l'on va s'accorder et donc sur l'estime de soi. Mais du coup, est-ce qu'on serait pas là dans un scénario d'échec, comment dire, qu'on s'auto-construit soi-même? En gros, Complètement. je me fixe un objectif, peut-être que je ne pourrais pas atteindre. Quand celui-ci n'est pas atteint, ben, en fait, je sais qu'il est tellement haut qu'il me fatigue. Et en gros, du coup, après, la conséquence, c'est que je me sens pas capable, et du coup, en dépression, en deep. Comment on arrive à là, en fait? C'est ça la question, du coup, parce que je sais que c'est un peu le mal de notre génération qui veut être absolument tout le temps indépendant, tu sais, de ne pas vivre avec l'autre, de se faire tout seul. Et d'un côté, ce sont des objectifs de vie qui sont très élevés quand même, mine de rien. La génération des millénials, tu sais, de se dire, ben, libre, tu sais, ce mot, libre financièrement, être autonome financièrement, c'est très compliqué. Il faut quand même des compétences, des aptitudes pour arriver à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, tout le monde veut arriver à ce niveau-là et tout le monde se fixe des objectifs très élevés et souvent, on se rend compte que dans notre génération, on tend plus à aller dans les phases de dépression. Je dis pas plus que les autres, j'ai pas les chiffres, en tout cas, dans ce que je vois de cette génération que j'incarne aussi, je le sens. D'où vient ce mal, en fait? Comment ça se fait qu'on en est arrivé comment dire, sociologiquement, à ce sentiment, que ce soit quelque chose d'aussi présent? Alors, déjà dans un premier temps, parce que je crois que tu as évoqué quand même deux points. Du coup, Excuse-moi. le premier point, pardon, c'était le fait que on ait tendance à... Alors, à un moment donné, tu as dit on veut les choses assez facilement, C'est ça, et voilà. mais en même temps, on se C'est fixe ça. des objectifs très hauts. Mhm, mhm. Et tu avais évoqué une chose en premier lieu, mais c'est pas grave, C'était sinon on va rebondir. c'était un scénario d'échec. Oui, Peut-être c'est ça qui t'a voilà. pris. Alors, on va commencer par ça peut-être, Ok, et on basculera du coup c'est sur les ça. objectifs irréalistes. Alors, les scénarios d'échec, tout dépend en fait. Euh, Ce qu'il faut comprendre dans la procrastination et ce qu'il faut réussir à imager, c'est que la procrastination, c'est un symptôme. Déjà de base, c'est un comportement d'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage, on va se mettre en échec. Et ça paraît assez fou parce qu'on se dit, mais attends, je veux plus que tout
ce poste, comment tu oses me dire qu'au final, je vais me mettre en échec? Mais oui, la réalité est telle que il y a des choses qui vont se jouer au niveau inconscient et qui vont venir motiver nos comportements autosaboteurs. Et c'est là qu'on va avoir tendance soit à se trouver des excuses, euh, quand les circonstances seront plus favorables, je le ferai, Ouais. ou quand j'aurai plus d'argent, ou quand j'aurai plus de temps, ou quand les enfants seront grands. Ou bien on va avoir tendance aussi à procrastiner, ou bien on va dramatiser. Tout ça, c'est des procédés d'autosabotage. Et là, en effet, on va créer l'échec. C'est nous qui allons créer l'échec. Mais ce qui est très insidieux et ce qui est très, j'allais dire, Paradoxal, mais exactement. moi, Ouais. Ouais. C'est même paradoxal, je disais, dans cette en cours, complètement, je peux réussir en même temps, ben, tu vois, je me sabote, ouais. complètement. Mais ce que je veux pouvoir dire aux personnes qui nous regardent ce soir, c'est que tout le monde n'est pas forcément dans une conduite d'échec. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut appeler. Il y a des personnes qui, dès qu'elles vont avoir une possibilité de réussir, de succès, que ce soit dans les relations ou encore dans la vie Mhm. professionnelle, elles vont toujours avoir tendance à se mettre en échec. Mais ça, c'est un autre cas, c'est parce que ces personnes, elles peuvent être animées par une culpabilité inconsciente qui font qu'elles pensent profondément ne pas mériter, ou bien elles ont peur des répercussions, à savoir peut-être se défaire de certaines loyautés vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leur milieu social. Mais bon, ça, on pourra peut-être en reparler avec la peur de la réussite. Exactement. Et c'est intéressant, ça, je le note parce que c'est quelque chose qui, je le note. Je te laisse continuer. C'est très intéressant. Mm. Et du coup, voilà, on va avoir tendance à répéter comment dire, euh, ces situations d'échec, et parce que en fait, il y a des croyances limitantes derrière qui viennent faire barrage. Si je pense profondément ne pas mériter quelque chose, ou si je pense profondément ne pas être à ma place, je vais me saboter. Mes croyances vont me saboter à un moment donné, et je vais le faire en m'attachant à des raisons qui vont être très rationnelles. Et ça va être tellement rationnel que si je les partage à quelqu'un, il va me dire: ah ouais, t'as raison, non, fallait pas y aller. Et donc, non seulement j'essaie de convaincre l'autre, mais la première personne que je veux convaincre, c'est moi. Exact. Mais c'est quand même hallucinant, je sais pas toi, Ressia, qui suit aujourd'hui depuis plus d'un an des personnes, qui accompagnent des personnes plutôt, je dirais le cerveau humain. Comment comment dire, ce cerveau peut en même temps nous envoyer des panneaux, comment dire, différents, être dans une forme de complexité et dans les paradoxes, tu vois. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est d'abord se convaincre à soi-même. En gros, ben, en fait, je me trouve plein d'excuses. Ben, j'en connais plein, tu sais. Ben, tiens, je partage aussi quelque chose. En ce moment, je vais reprendre le sport parce que je suis aussi d'habitude assez sportif et j'ai deux enfants en bas âge et forcément enfin, forcément tout quoi non, mais les nuits sont un peu compliquées par moment et donc à chaque fois le sport c'est soit le matin avant de travailler parce que je suis à mon compte aussi, après le soir c'est toujours plus compliqué avec les enfants à chercher à la crèche et je tombe sur ces excuses, je suis fatigué, mais voilà j'ai mal dormi et je tombe sur une publication d'un sportif qui dit ben vous n'avez pas honte de comment dire de remettre la charge de votre flemme sur vos enfants? Enfin, en gros, un peu tout, tu as arrêté quand je dis tiens, en fait, ça me parle. Et dans ma tête, quand je parlais avec des amis l'autre fois, c'est cohérent. Tu sais, je suis à mon compte, je travaille jusqu'à pas d'heure, les enfants c'est compliqué, tu vois. Il me dit ah oui, je te comprends, c'est dur. Et finalement, je me disais mais j'ai toujours des créneaux horaires, à un moment où je peux aller au sport, j'ai ce temps-là. Mais je me trouvais plein de paradoxes, plein de trucs pour fuir ça. Et c'est là, c'est marrant comment ben, soi-même on peut être, on peut créer ce scénario-là, se dire ben finalement ben j'arrive à là, ben je me sens plus bien dans mon corps, j'ai pris du poids. Et de l'autre côté, ben, se trouver plein d'excuses à ne pas aller au bout de sa réelle envie de se dépasser, tu vois. Et c'est Mhm. étonnant comment, quand on n'est pas conscient de ça, comment on peut vite basculer. Et toi, qu'est-ce que tu dis à des personnes qui sont dans ce genre de situation-là, qui sont dans cette, comment dire, dans ce schéma d'auto-sabotage, sabotage? Alors, dans ce cas-là, moi, j'essaie de comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'on va aller chercher. La plupart des personnes, elles vont se diriger vers comment je fais pour arrêter de m'auto-saboter. Oui, mais si tu sais pas pourquoi tu t'auto-sabotes, tu vas continuer de t'auto-saboter. Parce que peut-être que tu vas te dire: ah, j'ai besoin d'une nouvelle organisation. Alors, je me suis acheté un nouveau planeur, j'ai mis tout ça en place. Là, j'ai C'est calculé au super, millimètre c'est- près. Mais si en réalité, la réelle raison pour laquelle tu t'auto-sabotes, c'est parce que tu penses ne pas mériter, encore une fois, cette chose, ou parce que tu penses ne pas en être capable, ou parce que tu as l'impression d'être une imposture, eh bien, tu auras beau mettre l'organisation parfaite, ça va peut-être te donner une illusion pendant quelques jours, mais tu vas très vite être rattrapé par la réalité. Donc le tout, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller comprendre pourquoi, et c'est pour cela que
je dis souvent, faites-vous accompagner. Parce que par moment, si c'est quelque chose qui est récurrent et que vous n'arrivez pas à aller au-delà, vous avez peut-être besoin d'une autre personne qui va aller regarder vos angles morts, qui va aller percevoir ce qui se passe chez vous au niveau inconscient. Et parfois même, c'est une discussion avec un proche et le proche qui va mettre le doigt dessus. Et on va se dire, bah ouais, non mais c'est vrai. On a parfois besoin d'un regard extérieur. Moi-même, je me fais superviser, je me fais accompagner et fort heureusement, sinon je pourrais pas faire ce métier. Et j'ai besoin d'une personne qui me connaisse et qui sache repérer un petit peu quand je peux m'auto-saboter. Parce qu'on le fait tous. Tous, d'accord. On Alors, le fait. pour rassurer les gens qui nous suivent là, est-ce que c'est quelque chose donc on le fait tous à un moment donné, forcément. D'accord. Parce que moi, je voyais des gens après en commentaire, des abonnés qui disaient, mais moi, je le fais pas, mais Yves, moi, je suis pas là-dedans, moi, je le fais tout le temps, on le fait tous, même elle, la coach qui dit, elle aussi, elle doit forcément le faire. Donc, Bien forcément, sûr, on est d'accord que coach ou pas, psychologue, on depuis est des des êtres humains. il nous arrive par moment de tomber dans ces scénarios parasites d'échecs qu'on répète. Et comment on en sort? Une fois, tu as dit qu'on définit le pourquoi. Une fois que le pourquoi il est trouvé, est-ce qu'il y a des exercices? Voilà, quels sont les tips sans non plus comment dire, aller dans une séance que tu fais, tu sais, selon les thèmes? Est-ce qu'il y a des tips génériques, tu sais, qu'on pourrait faire pour pouvoir prendre, tu vois, prendre conscience qu'on est en train de s'auto-saboter? Enfin, comment on fait pour régler ça? Bah, déjà, dans un premier temps, il faudrait. Je sais que souvent, ce qui fait barrage, c'est les croyances. Il y a différentes raisons qui peuvent motiver l'autosabotage, mais souvent, c'est les croyances. Et il faut, moi, je conseille d'aller mettre le doigt sur la juste croyance. Parfois, cette croyance, c'est même pas la vôtre. C'est une croyance que vous avez pris d'un de vos parents, de votre famille, un message que vous avez entendu. Moi, je sais que j'avais beaucoup de personnes que j'accompagnais. Et en fait, chez eux, enfin, quand je dis chez eux, dans leur famille, elles avaient grandi avec l'idée que chez nous, le bonheur, il n'y a pas. La réussite, c'est pour les autres. Les autres, ils ont les choses facilement. Et nous, on trie, on galère, on souffre. Voilà. Bon. Et en fait, quand tu te construis avec ça, tu y crois profondément. Exactement. Donc, tu vas aussi créer ça. Et même le fait de ne pas être face à des difficultés, bah, ça te ferait culpabiliser parce que toi, tu aurais les choses facilement ou toi, tu aurais les choses que eux n'ont pas. Donc, reconnaître la croyance et identifier d'où elle vient, mesurer les conséquences sur sa vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez mis le doigt sur la croyance qui vous Mhm, limite dans un mhm, domaine, mhm. mesurez les conséquences qu'elles ont sur vos vies. Qu'est-ce qu'elle vous a empêché de faire? Qu'est-ce qu'elle a entraîné comme comportement? Quel, entre guillemets, échec ou expérience elle vous a permis de vivre et de réaliser? À partir de ce moment-là, vous allez vous dire, est-ce que c'est une croyance qui me sert ou est-ce que c'est une Il me croyance qui dessert. me dessert? Mhm, Si c'est une mhm, croyance mhm. qui vous dessert, alors bravo, vous avez identifié une croyance limitante. À partir du moment où vous l'avez identifié, déjà vous l'avez conscientisé, c'est un grand pas, c'est 50% du travail qui est fait. Maintenant, le tout va être de déconstruire. Par exemple, si une personne me fait une queue de poisson et que je le prends personnellement comme un manque de respect, je me mets à m'énerver, à crier dessus, etc. Comment ça, on me manque de respect? Mais si j'interprète la chose et que je la regarde différemment et que je me dis, ah, cet homme, il m'a fait une queue de poisson parce qu'en fait, sa femme, elle est en train d'accoucher et il est en train de bombarder pour aller à l'hôpital. Je vois. Comment je réagirais? Et là, la plupart des gens vont dire, bah, je passerai à autre chose, je comprendrai, même je me mets à sa place et tout de suite, ça redescend. Donc là, je donne un exemple qui est un petit peu simple, mais c'est pour vous dire que la manière dont vous allez regarder euh, la vie, vos croyances, va influencer sur la manière dont vous allez pouvoir modifier justement votre réalité. Et partant de là, qu'est-ce que je mets en pratique? Et qu'est-ce que je décide de mettre comme action au quotidien pour justement entretenir cette manière de concevoir les choses, cette interprétation et au final cette croyance. Et là, alors c'est pas un travail qui se fait en un claquement de doigts. Exactement, je vais dire, c'est un travail vraiment sur des longs mois, des années même, je dirais, hein, pour certaines personnes. Ça dépend. Alors, tout Ouais. dépend des personnes, tout Mhm. dépend Du niveau. j'allais dire, du niveau de Ouais. conscience, de la croyance aussi en elle-même et de la difficulté. Et donc, le tout, c'est déjà d'y commencer. Parce que c'est vrai qu'on et on vit dans cette société, il faut les choses vite. Et Ouais. moi, j'en ai parfois en coaching. Vite, vite, vite. J'en peux plus, reste je suis trop dans un mal-être, il faut que ça change. Je lui dis, écoute, moi, je suis pas une vendeuse de rêves
Et je sais comme, pourtant, il y en a beaucoup. Donc, il y en a, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Vous allez avoir des abdos et un fessier bombé en 2 mois. C'est faux. Avant l'été, on est en mai, avant l'été, un corps de rêve. C'est ça. Génial. C'est faux. Mais c'est pas grave parce que moi, je vais te dire, le travail que l'on va faire, on va d'abord, dans un premier temps, poser les graines. Tu vas mettre en place un plan d'action pour faire mûrir ces graines et faire pousser la plante. Et après, toi, tu vas pouvoir l'entretenir. Je vais te donner des clés pour l'entretenir. Mais tu vas aussi apprendre à l'entretenir, toi, de manière autonome. Mhm, Donc, mhm. rien que le fait de voir que ta vie évolue, que tu appréhendes pardon, les choses différemment, même si tu n'es pas encore ici, rien que le fait de savoir que tu es en train d'emprunter ce chemin, je t'assure, tu vas être dans davantage de lâcher prise et tu vas apprécier le process. Parce que moi, je trouve que ce qui est appréciable aussi, c'est le process. Exactement. C'est de se dire, je suis en cours de Exactement. transformation, d'évolution. C'est le pas, les pas qu'on fait vers, bah, tu sais, toi qui fais du sport, c'est les derniers pas, les derniers kilomètres qui font qu'on atteint nos objectifs sont les plus agréables. Tu vois, quand tu arrives à le sprint final et que tu arrives à ton objectif de 5, 10 kilomètres et que tu es à quelques pas, tu te rends compte de l'effort du chemin parcouru et c'est énorme. Et du coup, est-ce qu'il y a une question, je sais que en France, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées et encore moins pour toi dans ton cabinet, je ne peux pas nous dire telle personne, mais quelle est la typologie des personnes que tu viens, comment dire, qui fréquentent ton cabinet? Alors, Tu sais, Sabre, c'est un média afro-culturel. Donc, oui, en règle générale, c'est un média qui est, comment dire, qui attire les personnes qui ont un intérêt pour l'Afrique, en règle générale. Comment dire, plutôt plus de la diaspora, des gens nés ici et qui ont un intérêt pour l'Afrique ou des questions d'identité noire et africaine en règle générale. Et je veux savoir, par curiosité, quel est le public qui te consulte, alors pardon. honnêtement, il est éclectique. Il est Et que- majoritairement ah, féminin. d'accord, voilà. Déjà, Voilà, on va se dire les ouais, choses. Il est majoritairement féminin, mais j'ai tout. J'ai vraiment j'ai des femmes maghrébines, j'ai des femmes africaines, j'ai des femmes antillaises, j'ai vraiment de tout. J'ai des femmes françaises, européennes. Vraiment, j'ai je un. dirais je dirais que tu as de toi, parce que c'est un peu ce que tu incarnes, hein. Cette ouverture, comme je dis souvent, cet esprit européen française, hein, je veux dire, d'être dans le citoyen du monde et ainsi de suite. Et sociologiquement, en termes de... Alors, ça me dérange un peu, mais pour que tu comprennes, Oui. comment dire ça? Est-ce que ce sont des personnes qui sont au travail, enfin, qui ont un travail? Est-ce que c'est des personnes qui ont des enfants? Tu vois, quel est Oui. tu peux dire un peu leur profil type sans trop tu vois? Oui, alors je dirais que généralement, c'est des femmes qui sont proches de la trentaine ou qui ont déjà une trentaine bien avancée. J'en D'accord. ai même qui ont plus de 40 ans. C'est des femmes qui travaillent. C'est des femmes qui ont quand même, comment dire, un bagage culturel, un certain niveau d'éducation et qui se posent des questions. D'ac- Elles veulent aller plus loin. D'accord. Et parce qu'elles voient aussi que dans mon contenu, moi, je suis quelqu'un qui va vraiment même si on est très limité sur Insta, ça reste du snack, hein, mais j'essaie d'aller en profondeur, de proposer autre chose. On n'est pas que sur des phrases bateau de motivation. Enfin, moi, ça fait pas sens pour moi, ça résonne pas. Et donc, je sais que les personnes qui vraiment apprécient mon contenu résonnent avec ça. Donc, il y a déjà quand même ce besoin de s'élever. Et elles ont des enfants, parfois elles n'en ont pas. J'ai vraiment de tout Super, aussi super, sur ce plan. super. C'est intéressant parce que tout à l'heure aussi, tu as parlé tu sais, d'une chose, je pense, pour le coup, je n'aime pas les généralités, mais je me permets d'en faire une pour vraiment, comment dire, mettre en exemple ma question. Tu as parlé de la loyauté, de la famille, tu sais, ce sentiment d'être loyal. Et dans les familles africaines noires, surtout d'Afrique centrale, chez les Bantous, c'est très important. Tu sais, moi je viens de là, où l'esprit de famille prime sur même l'esprit d'autre chose. Et comment on se défait de cette loyauté-là? De se dire, bah voilà, chez nous, tu sais, le fameux, chez nous, c'est comme ça, Ouais. tu vois. On entend beaucoup aussi, qu'on entend, on va dire, qu'on entend partout, je dirais. Tout dépend des familles. Mm. Ouais. Bah, j'allais dire, tu sais, moi aussi, bon, donc moi aussi, le Maghreb, de mon côté, il y a beaucoup J'avais- ça, hein. C'est la j'avais- famille passe exact- avant tout, ouais, le groupe. Et du coup, faire quelque chose qui pourrait t'éloigner du groupe, c'est interprété comme étant dangereux. des loyaux. Et ça peut être un Exact- risque de rejet. Exactement. On le voit dans certaines familles, si tu ne te maries pas avec un tel ou un tel, on peut te rejeter. Et donc là, direct, on se dit, ah ouais, donc c'est comme si on reniait son identité. Et certaines familles, en plus, utilisent et culpabilisent sur ce point. Mais tu renies ce que Mm. t'es. Mais en fait, c'est quoi ce que je suis?
Ça veut dire que quelque part, je dois m'empêcher d'être ce que je suis et quelqu'un d'autre, parce que aussi peut-être il m'aurait donné la vie, c'est mieux que moi ce que je suis, ce dont à quoi j'aspire. Et en fait, c'est très très compliqué. Je vais pas mentir, se défaire de la loyauté familiale, pour moi, c'est une des choses les plus compliquées. Pourquoi? Parce que la nature est ainsi faite. Un enfant cherchera toujours à confirmer son parent. Exactement. Même s'il se construit à l'opposé de son parent, il va forcément avoir à un moment donné cette répétition. Et du coup, le tout, c'est de pouvoir se connaître et de se dire, non, en fait, est-ce que là, c'est mon choix? Est-ce que ça m'appartient? Il y a des personnes qui passent leur vie à courir après des objectifs qui sont même pas les leurs. C'est Mais, ceux de leur famille. Reska, c'est hyper intéressant ce que tu me partages là, parce que je me rends compte, moi aussi, à travers ça, ben, tu sais, je vois le cas des mariages, tu sais, où aujourd'hui, notre génération est tiraillée entre la dot, pas la dot. Finalement, on se rend compte qu'on se marie. Moi, je dis souvent, je fais rire les gens, que moi, je suis un enfant des années 80, donc j'ai grandi avec quand Hollywood a commencé à rentrer dans les cerveaux à la télévision. Donc, quand on se mariait, dans les références, dans l'idéal, c'est les mariages à Hollywood, à l'église avec la robe au cordon blanche, à la Pretty Woman, tu sais, c'est ces mariages-là un peu féeriques. Et quand tu te retrouves à une dot où tu es entre hommes ou en train de négocier quelque chose, ça ne correspond pas à l'idéal de ton environnement. Et j'ai l'impression que, comment dire, est-ce que cette dualité aussi que vivent les jeunes de la diaspora, qui ont cette loyauté envers les parents pour dire finalement, je viens d'ailleurs, donc je suis comme vous, je m'accroche un peu à mes parents, mais entre-temps, je suis d'ici. Ce tiraillement, est-ce que c'est pas aussi ça qui pèse sur sur la génération de la diaspora, je veux dire de notre génération, parce qu'on a quasiment le même âge, est-ce que c'est pas ça qui nous pèse aussi? Alors, ça peut l'être. Après, là, du coup, on est sur un autre sujet que celui de l'autosabotage Mais je dirais, et moi, de la procrastination. ben, ouais, je dirais plutôt, tu vois, mais dans l'esprit de la loyauté, Loyauté, de dire, bah, oui, si je sors de bien là, sûr. je fixe cet objectif-là, tu vois, pour moi, je vois un peu des corrélations. En fait, je fais quelque chose qui me correspond pas. Je le fais parce que ce sont des croyances qu'on m'a mis, enfin, que j'accepte aussi, et comment je peux aussi m'en défaire. Parce que je sais que la problématique de cette loyauté-là, tu sais, chère aux familles, c'est quelque chose d'assez ancré même dans notre génération. Voilà pourquoi je me permettais un peu cette sortie de route, c'est c'en est Oui. une, Non, non, mais peut-être de comprendre on peut un regard parfaitement en parler. là-dessus. Ça Intéressant. reste de l'autosabotage, hein, sur le Et plan d'accord, personnel aussi. d'accord, voilà. En fait, Mais je le pensais, mais j'avais besoin qu'une coach le dise pour qu'on me croie maintenant. oh Merci. non, tu sais, il faut s'écouter soi surtout, hein. Non, parce que des Personne fois, n'est. en live, tu sais, nous, on a l'esprit des fois de débattre et je le disais, on me dit, mais non, ça n'a rien à voir, qu'est-ce que tu racontes? Et finalement, je suis, je pense intérieurement et merci. Ok. Non, mais bien sûr, mais c'est très compliqué de se construire, je trouve, enfin, c'est très compliqué. C'est pas simple de se construire sur le plan identitaire quand on a des origines et que on a la culture, on a grandi dans la culture d'un autre pays. Et parfois on se dit, mais en fait, je suis quoi? Je suis qui? Je me définis comment? Et en plus, parfois avec l'âge, et moi je l'ai observé aussi, quand on perd des Oui, proches qui nous reliaient à cette culture, on a ce besoin de se rapprocher de exactement. notre culture et de nos origines par moment. Donc on peut avoir tendance à se dire, mais en fait, toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le tout, c'est en réalité aussi de s'écouter. C'est-à-dire que on est un mélange des deux. Et ça ne sert à rien de culpabiliser. Et c'est pas parce qu'on ne répond pas aux exigences, ou plutôt, c'est pas l'exigence le terme, mais à ce Aux qui se faisait critères. culturellement dans notre pays d'origine, que on est indigne, qu'on est en train de perdre le patrimoine culturel, pas du tout. Mais c'est la vie, Exactement. quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et moi, tu sais, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui était intéressant en parlant de toi. Tu sais que sur tes vidéos, tu vas toujours un peu plus loin. Et moi, c'est ça que je suis tombé une fois sur un réel. J'ai dit, tiens, c'est intéressant ce qu'elle dit. Je suis tombé sur la fameuse vidéo de la peur de la Oui. réussite. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, quand on dit procrastination et peur de réussite, pour eux, il y a pas de corrélation. Tout à l'heure, tu l'as un peu, enfin, tu t'es entré dedans, dans cette explication. Est-ce que tu peux réexpliquer? Parce que je sais que ça, c'est quelque chose que moi-même au début, je me suis dit, mais tiens, ça m'a interpellé, tu Mm. vois. Est-ce que tu peux réexpliquer en fait ce sentiment de la peur de la réussite? En gros, si je le fais, je vais réussir. Et so what après, tu vois? Bah, en fait, beaucoup de personnes se disent, ou procrastinent d'ailleurs, parce qu'elles ont peur de l'échec.
Donc, elles vont le formuler de manière en plus très, j'allais dire, voilà, elles vont dire, ouais, mais parce que bah, si jamais j'échec, si jamais j'échoue, t'imagines, et tout, etc. Mais en réalité, si on va plus loin, parfois on se rend compte que c'est pas tant de l'échec qu'elles ont peur, mais plutôt de la réussite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pouvoir aller travailler et aller creuser. Et on va se dire, mais attends, mais pourquoi j'aurais peur de réussir? Ça n'a pas de Bien sûr. sens. Encore une fois, c'est complètement Mhm. paradoxal. Mais parce qu'en réalité, réussir, ça implique un changement identitaire. Si D'accord. je réussis, eh bien, j'ai peut-être accès à une nouvelle image, accès à de nouvelles responsabilités, accès à un succès. Et au final, peut-être que, justement, là, je vais être déloyale à ce que j'ai connu. Je vais être déloyale à ma famille. Je vais peut-être mieux gagner, réussir ma vie, alors que moi, mon parent, il a passé toute sa vie à trimer, il a galéré. Et moi, maintenant, en gros, la société m'ouvrirait les portes. Et ça va se jouer au niveau inconscient. Donc, et en même temps, quelqu'un qui dirait ouais, j'ai peur de réussir parce que moi, je sais que si je fais un truc, j'ai réussi, tout le monde va le regarder Bah comme oui, ça. c'est pas ambitieux, c'est ça que j'allais dire, exactement. Bah oui, parce que ça, c'est aussi beaucoup pointé du doigt. Il y a des personnes, voilà, si tu dirais j'ai peur de réussir, ils vont te regarder en mode bah t'es bien sympa. Donc ça passe mieux de dire j'ai peur de l'échec. Donc on se Totalement. ment encore une fois à l'autre et on ment encore à soi. C'est Et on se convainc comme ça. Et tu as dit le juste mot tout à l'heure, scénario. On se scénario. raconte des scénarios. Et on les rejoue et voilà. Et on les accommode à certains moments. Mais quoi qu'il en soit, bien sûr, réussir, ça a un prix. Et comme je dis dans la vie, tout a un prix. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, on peut le voir, il y a des personnes qui réussissent, des poètes, des artistes, des musiciens. Ils réussissent. Sauf qu'ils sont tellement enclins à la culpabilité, ils ont tellement ce sentiment de redevabilité et limite parfois d'imposture qu'ils vont s'auto-détruire. Et c'est des personnes qui vont se diriger dans de l'alcool, dans des drogues, qui vont parfois même se suicider Oui, parce qu'elles ne supportent pas la réussite et le succès. Parce qu'en réalité, quand on réussit, on existe. Et le fait d'exister, ça réveille les angoisses existentielles. Et ça, on ne le supporte pas. Quand on n'est pas armé, quand on a une construction qui est fragile, ça peut être compliqué. c'est génial. S'il vous plaît, mettez des cœurs, ce que vient de dire Eskia. Moi, personnellement, ça me touche, ça me parle au cœur. Parce que, comment dire, exister, c'est faire. Tu peux répéter ta phrase, pardon, je ne vais pas Quand on, quand on quand on, existe. quand on réussit, on existe. Et le fait d'exister, ça réveille aussi les angoisses existentielles. Et c'est contre ces angoisses que certaines personnes, parfois fragiles, fuient. C'est super. C'est super. Génial. Je vois en tout cas des flammes, des gens qui disent, ah oui, moi je suis comme ça. C'est top. Vraiment, c'est édifiant. Et effectivement, je pense que tous qui sommes là dans le live, à un moment ou à un autre de notre vie, c'est un peu ces scénarios-là qu'on se fait, qu'on se construit. Et du coup, c'est ce que tu dis aussi, ben, c'est la, comment dire, tu as dit tout à l'heure, c'est le prix. Le prix à payer. Le prix et la réussite a un prix aussi, tu vois. Là, comme tu as dit, on le voit, il y a des artistes, souvent on loue, ah, j'aimerais voir la vie de Brad Pitt, Tom Cruise ou autres, mais parfois à quel prix, hein, à quel sacrifice. Et ça, on n'est pas tous prêts à payer ce prix-là aussi, tu vois. Et c'est bien, je pense que pour moi, c'est plus que bien, c'est important qu'il y ait des coachs, des personnes comme toi qui puissent dire, attention, tu veux aussi réussir, mais c'est un coût aussi, tu vois. Et est-ce que il t'arrive que des personnes te disent, voilà, on reconnaît, je reconnais, voilà, exemple. Voilà, parce que moi, je reconnais que j'ai envie de réussir, mais je me mets des freins. Mais je sais que si je fais telle opération, je vais changer de vie, je gagne tant d'argent, mais j'ai peur. J'ai peur des conséquences avec ma famille, j'ai peur de... Toi, quand on te pose ce genre de cas, la personne, elle est consciente, vers quoi tu la diriges après? Parce que là, je vois des commentaires, on dit, mais si je suis dedans, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois? Et j'irai aller prendre rendez-vous avec Riskia pour plus de questions, pour... C'est plus pas ce live, mais... Je sais que, voilà, un tips, un sujet comme ça pour qu'on voie vers quoi on peut aller pour le coup, Alors, Askia. déjà, pour qu'on soit honnête, c'est très très rare qu'une personne ait conscience de ça et me le dise. C'est un travail qu'on va faire ensemble, hein. Ok, d'accord. Et après, ça a trait Ok. aussi à l'histoire personnelle de la personne. Quoi qu'il en soit, quand elle a eu ce déclic et quand elle a accepté l'idée de potentiellement avoir peur de réussir, partant de là, bah, il faut aller creuser la véritable peur.
Est-ce que c'est une peur du rejet? Est-ce que c'est une peur peut-être aussi parfois, tu sais, il y a des peurs parfois qui sont, tu sais, si j'ai peur du rejet, parce que pour moi, le rejet représente la mort. Donc, j'ai peur de la mort. Donc, pour moi, réussir, ou toutes les choses qui vont être positives, dès qu'il va y avoir du succès, ça va être un danger dans mon cerveau. Je vais Hmm. l'interpréter comme ça. Donc, le tout après, c'est d'arriver à déconstruire ça, à concevoir les choses autrement, à s'autoriser pour arrêter de déculpabiliser. J'ai une question, pardon, que je viens de voir d'un de nos plus anciens auditeurs, Natik Chalut, qui te demande, enfin qui te demande plutôt à toi, est-ce que réussir est synonyme de souffrir? Tout dépend des croyances que l'on a. Mhm. Si on est persuadé que on ne mérite pas de réussir ou que réussir va nous conduire à nous retrouver seuls et à être désaimés, bah peut-être que oui, ça peut être signe de souffrance. Mais en tout cas, si on a cette croyance-là et si on le croit, bah dans ces cas-là, il va falloir travailler dessus. Et il y a quelqu'un qui dit peut-on réussir sans souffrir? T'aimes que c'est ça? Le, Ouais. alors, pour moi, déjà, tout dépend. Chacun a sa conception de la réussite. Donc, Exactement. si tu es OK avec tes objectifs de vie qui sont bien les tiens, que ce n'est pas ceux de la famille ou de la société, et que tu es prêt à en payer le prix, et le prix, ça peut être aussi en termes d'émotion, de charge mentale, peut-être aussi de tri au niveau de tes relations, ou de nouvelles choses que tu vas devoir incarner. Bah, si tu es prêt à en payer les prix et que tu t'es préparé pour, oui. Et tout à l'heure, tu le disais, en fait, les personnes ne sont pas forcément préparées à Exactement. réussir. Et je pense qu'on regarderait de haut une personne qui a réussi, qui a fait, et c'est souvent ce qui arrive, hein, qui a fait le million ou je sais pas, et puis qui explose, etc. Et qui dit, bah, en fait, j'ai craqué, j'ai explosé, j'ai fait une dépression, je l'ai mal vécu, j'aimerais que les gens ne me reconnaissent pas dans la rue. Et nous, on est là en mode, ouais, ouais, problème de riche. Ouais. Bah oui, C'est vraiment, bah oui, c'est problème vraiment, de riche, mais en ouais, ouais. réalité, problème, crise existentielle. Exactement, Et ces exactement, personnes sont dans un mal-être. Et en plus, elles culpabilisent parce qu'elles se. Alors, elles culpabilisent doublement parce qu'elles ont réussi et parce qu'elles se plaignent de réussir, ou en tout cas des conséquences aujourd'hui sur leur vie. exactement. Et ça fait des personnes qui ont l'impression de ne pas être normales. Et dans le meilleur des cas, elles sont accompagnées et elles traitent ça. Ou dans, entre guillemets, le pire, elles se retrouvent profondément seules. Mhm. Et là, la solitude, elle peut Elle peut ronger, encore quoi. plus s'éloigner, bien sûr, et détruire aussi. C'est un autre moyen de, comment dire, de s'éloigner aussi des autres et d'être isolé. Alors, je t'avais posé ça la question, Riska, je sais qu'on arrive presque à l'heure de notre échange. Est-ce que tu acceptes que des personnes puissent monter en live, te poser des questions? Ben évidemment, ces questions, elles doivent pas être, s'il vous plaît, les amis, je précise, c'est pas des questions de coaching, c'est pas une séance de coaching express avec Riska, c'est vraiment des questions sur des concepts, sur des vidéos que vous voyez d'elle et autres. Et voilà, mais ne venez pas avec une question de coaching ou une question philosophique complexe à risquer à lui poser. Donc, vraiment, en tout cas, c'est une question assez simple de théorie sur ce qu'elle a pu dire en début live, plus d'interaction. Voilà, c'est le cas. Si c'est une question trop longue, je serais dans l'obligation de vous arrêter et de vous faire descendre et de prendre une autre personne pour le coup. Donc, est-ce que tu acceptes que les personnes déjà puissent venir monter dans ce cadre-là? Ouais, alors par contre, je vais pas avoir beaucoup de temps parce que demain, je me lève à 6 heures du matin. Je te promets Donc que après, sinon, si les personnes veulent poser aussi les questions, comme comme tu veux, soit on les fait monter, tu soit je veux. réponds aux questions. Ok, alors si quelqu'un veut monter, j'accepte deux personnes, pas plus, qui est presque déjà 23 heures, donc deux personnes peuvent venir monter, poser une question, comme ça on sera ok. Si jamais la boîte à questions elle est disponible, je peux aussi partager vos questions dans la boîte à questions, on peut faire un focus, un moment de questions-réponses avec Reskia, qui se lève tôt demain, donc s'il vous plaît, ne soyez pas timide, montez, posez vos questions, si c'est une question peut-être sur le coaching, comment elle travaille ou autre, que cela vous a paru intéressant pour vous allez consulter ensuite, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas à venir poser votre question ou à votre question. Alors, j'ai une demande. Euh, tiens, elle a disparu. Ben, j'ai Kautar IT qui a fait une demande mais qui disparaît. N'hésite pas à me la refaire. Ah, j'ai une question dans la boîte à questions. Non, je te pose la question. De Afropuliste, le plus important pour toi, donc pour elle, c'est réussir sa vie ou réussir dans la vie? Alors déjà, moi j'ai beaucoup de mal. Le plus important pour moi, c'est-à-dire que moi c'est toujours vous en fait. Qu'est-ce qui importe pour vous? Et en fait, déjà c'est quoi votre définition de la réussite
pour vous. On n'en a rien à faire des autres, de la société, encore une fois. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas te dire, j'ai réussi? Et pour moi, se dire j'ai réussi, c'est de se sentir à sa place. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu vas te sentir toi à ta place? Et l'essentiel, c'est que tu réussisses, à mon sens, si j'entends bien le sens de ta question, que tu réussisses ta vie. Donc, à mon sens, oui, ça serait réussir sa vie. C'est ça le plus important, parce que réussir la vie, ça veut dire quoi? Le tout, c'est ton interprétation personnelle des choses. Exact. Et puis, c'est aussi une question qui peut très vite tomber dans réussir sa vie, comme selon l'ordre des parents, c'est d'avoir des enfants, d'être marié, c'est, tu sais, avoir une voiture, avoir la maison. C'est quoi réussir dans la vie? Alors, réussir sa vie, c'est peut-être être un musicien qui fait le tour du monde et c'est réussir sa vie, c'est ça aussi peut-être, tu vois, à l'opposé. Donc, je suis d'accord avec toi, cette question, comment dire, la réponse a beaucoup de sens. Donc, merci Nati. Et j'ai une autre question, d'abord ta question. C'est bizarre, les gens sont, ah, voilà, pourquoi coach de vie et pas psychologue? Alors, moi, je l'ai dit, j'ai entrepris pas mal d'études. Donc, j'ai quand même fait un bac au départ plus 4 et puis après je suis repartie en études. Donc au tout j'ai fait plus de 8 années comment dire, d'études et donc je me voyais pas forcément repartir sur encore 5-6 ans de psychologie. Quoi qu'il en soit, pour être transparente avec vous, moi l'analyse c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et si tout se passe bien, c'est un chemin que je vais emprunter, donc je vais repartir pour 5 ans en parallèle. Donc voilà, peut-être que vous allez me retrouver Génial, pour pouvoir vous proposer d'autres choses. On verra. génial, génial, super, 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 super. Je vois une dernière, enfin une autre question. Voilà. De Ivana Dio, un livre à nous conseiller pour commencer un travail sur l'autosabotage, peur de la réussite. Tiens, très bonne question. Merci Ivana Dio. Alors, Un livre, un ouais. livre que je réfléchisse un petit peu, celui qui pourrait être pas mal, que vous entrepreniez. Moi, je pense que pour travailler sur la culpabilité inconsciente, pas forcément sur l'autosabotage en premier lieu, mais pour aborder les choses de manière plus pertinente, je dirais Le chemin le moins fréquenté de D'accord. Le Scott chemin Peck. Ok. Pour prendre conscience de choses qu'on ne voit pas forcément de prime abord dans la société. D'accord. Super, Et super, ce livre, il enseigne les lois de l'existence, en fait. super. Ok, ok. Génial. Merci beaucoup. Merci à Ivana Dio pour la question du livre. Toujours très intéressant. Et je prends une dernière Ah, je me question. permets aussi un Non, autre livre qui peut être aussi oui. pertinent. Je crois que c'est, elle parle, l'autrice dedans, de Esprit de croissance. Ouais, je crois que c'est ça. Faudrait que je le retrouve. Sinon, je le mettrai en commentaire du live. Je Génial. sais pas si je le reposte. Oui, oui, oh, Mais il va garder le après on va le, oui, bien sûr. j'en Ouais, ouais. mettrai, ouais. Ouais, ouais. Changer d'état d'esprit, il me semble que c'est ça. Il y a une petite tortue sur la couverture. Ok, À cette ok. sortie-là, j'ai plus le titre exact, mais c'est là où on voit l'état d'esprit de Génial, croissance et génial, comment le génial, développer. génial. Je prends une dernière question qui est de Iman. Iman, il y a plein de H, des F, Iman Fef. Comment aborderais-tu un problème de légitimité pour me lancer dans ma nouvelle activité parce que formé mais non certifié par exemple? Ok. Ok, alors déjà, Comme de il faudrait la peur, j'ai l'impression, c'est ça, légitimité, je crois que c'est ça, en syndrome de gros. l'imposteur, t'as Ouais, dit? non, c'est pas Oui, ça. très juste. Bah, à Ouais. mon sens, c'est ça. Après, faudrait voir est-ce que le secteur dans lequel elle veut travailler est réglementé. Est-ce que cette certification est nécessaire ou pas? Et puis, de manière générale, pour basculer sur le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, souvent, c'est quand on se voit pas comme l'adulte que l'on est. On se voit comme, en fait, il y a un décalage entre la manière dont les gens nous perçoivent, donc l'adulte que l'on est en société, parce qu'on prend en âge et qu'au bout d'un moment, bah, on a et la carrière d'un homme et le physique d'une femme. Et nous, en fait, on va se voir encore comme cet enfant qui est peut-être pas apte, qui est peut-être impuissant par moment. Et donc, on a l'impression de ne pas mériter cette place et qu'on va être démasqué. Et qu'en gros, on porte un costume d'adulte qui peut à tout moment peut-être être révélé. Et donc, on se dit, mais est-ce que je suis une imposture? Est-ce que je suis à ma place? Les gens vont au final voir que je suis pas au niveau. Et du coup, quand on a ce syndrome de l'imposteur, souvent, soit on surproduit,
donc on va essayer de compenser, on va essayer de faire beaucoup, on va en faire Exact. plus que les autres, etc. Ou bien on va sous-réagir. Et dans ces cas-là, on va en faire moins pour justement, et là je fais écho à notre début de live, confirmer l'échec qu'on pense forcément, enfin auquel on pense aboutir de toute manière. Donc on se met en échec. Super, super, Donc super. ouais. Comment aborderais-tu un problème? Il faut que tu puisses comprendre en fait ce qui se passe un petit peu, pourquoi tu te sens pas à ta place, pourquoi tu te sens pas légitime, qu'est-ce qui fait barrage. Exactement, exactement. Et surtout, je dirais encore, parce que vous avez des questions très pertinentes, je vois d'abord ta question qui est en train d'exploser. N'hésitez pas hein, à aller sur le site de Resca, prendre rendez-vous. Je crois qu'il y a enfin, des conditions. Après, c'est Resca qui... j'ai pas vu ça en détail, mais en tout cas, voir avec Resca des conditions, même en DM, si jamais elle répond à ces DM pour des questions, une consultation, ça serait en tout cas pour aller plus loin dans votre démarche et dans votre demande. En tout Ouais. cas, c'est... Après, je me permets juste de dire Dis-moi. que début octobre, il y a ma première formation sur l'autosabotage qui va sortir. Génial. Donc, ça va être quelque chose de très accessible, en tout cas beaucoup plus que les accompagnements qui peuvent parfois être un petit peu, voilà, si certaines personnes n'ont pas forcément les moyens parce c'est un peu compliqué au niveau du travail. Là, je vais proposer du coup une formation. Elle sera accessible en paiement 4 fois pour ceux qui Génial. veulent ou en Génial. une fois. Et là, je vais aborder tous les procédés d'auto-sabotage, le pourquoi on s'auto-sabote et surtout comment se créer une boîte à outils pour arrêter de s'auto-saboter. Génial, super. Donc début octobre pour toutes vos Début octobre. questions Et il y aura et beaucoup de réponses lives. Il en y plus. aura beaucoup de lives. Je vais faire une semaine que de live sur le sujet. On va le traiter en long, en large et en travers. Donc Génial. normalement, après ça, vous avez plus de raison de vous auto-saboter. Super, super. En tout cas, Reska, je sais qu'il est tard pour toi et que ton temps aussi était limité. Moi, je tenais vraiment, au titre de l'équipe de Palab, de te remercier déjà pour ta disponibilité, ta gentillesse, ta réactivité, d'être là avec nous, d'avoir répondu de manière positive. C'était très riche, en tout cas en échange profond. Et ça me remet aussi dans l'idée que Palabre, en tout cas, cet arbre à Palabre, ces moments de discussion, tu as dit la thérapie par la parole, quand elle est faite dans un cadre bienveillant avec une personne aussi qui, aujourd'hui, c'est toi qui incarne le vieux sage, c'est toi qui, on est autour de toi, on t'écoute, tu vois dans l'image du baobab, du palabre, c'est vraiment, comment dire, c'est fort intéressant, c'est profond, et je pense que ça donne à chacun des perspectives de se dire, ben, si je vis ça, je peux m'en sortir, et j'ai des outils. Voilà, j'ai une boîte à outils qui est disponible et je peux faire ce travail-là. Donc là, pour ça, je te remercie beaucoup, Reska, c'est génial en tout cas. Je te Ben, remercie. un grand merci encore une fois pour l'invitation. Un grand merci à Palabre. Un grand merci à toi, Yves. Vraiment, Merci. c'était un plaisir. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live sur un sujet voilà, qui, en plus, je pense, parle à beaucoup. Et Exact. j'ai juste un petit mot, si je peux me Je t'en permettre. prie. La peur d'échouer, en réalité, on va pas se mentir, ça reste un luxe. Mon but là, c'est pas de vous culpabiliser, mais je crois en plus qu'avec les événements qui se sont passés ce week-end au Maroc, en fait, certaines personnes, elles peuvent pas avoir ce luxe de se dire est-ce que j'ai peur d'échouer, est-ce que je me lance ou pas dans ce projet. En réalité, si vous pensez au bout d'un moment avoir un regret parce que voilà, est-ce que si demain la vie s'arrête, vous allez regretter de ne pas avoir accompli ça ou au moins d'avoir essayé. Et si par exemple c'est un projet entrepreneurial, parce que je pense que ça c'est quelque chose dont vous devez parler peut-être Exact. pas mal aussi, Exact. euh, même lancez-le en side project. Voilà, on vous dit pas de tout plaquer, vous n'êtes pas obligé de passer du tout au tout. Fixez-vous des objectifs qui sont entre guillemets un petit peu voilà atteignables. C'est même pas entre guillemets, c'est atteignable, raisonnable. Ne vous comparez pas à des personnes qui se sont lancées il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans ou qui ont peut-être eu plus de facilité. On va pas se mentir encore une fois, mais n'oubliez pas que le jeu de cartes, vous pouvez en faire quelque chose de positif. Exact. Et, et voilà quoi. J'ai envie de dire, on n'a qu'une vie ici-bas. Faites ce qui vous fait kiffer. Vivez votre vie, vraiment, la vôtre, pas celle qu'on vous dit de vivre ou celle que vous pensez être bon pour. Voilà. Donc C'est c'était ça. le petit mot de la fin et en tout cas de mon côté. Et en tout cas, D'une autre si le côté, en tout cas, sujet vous merci Resca parle, pour ce rappel très important. En tout cas, c'est ça, il a tout son sens dans cet espace et dans notre échange. En tout cas, je te complètement. remercie. Et je vous ai dit début octobre, à partir du 2 octobre et jusqu'au 8, il y aura des lives tous les soirs sur ce Génial, sujet-là. On va parler syndrome de génial. l'imposteur, on va parler peur de l'échec, on va reparler de procrastination.
Il y a la formation après qui va être accessible à un prix de lancement pendant cette semaine. Donc vraiment, je vous assure, je vous ai mis tout à disposition pour que vous puissiez enfin vous autoriser à vivre votre vie et, comme je dis souvent, à incarner le changement que vous voulez être. Voilà. Merci beaucoup, Reskia. Merci en tout cas Vous pour cette connaissez. parole. Je vous invite, en tout cas, moi, je te remercie. Je te laisse nous quitter. Et pour nous, comme dit, là, ma palabre reste ouvert. Si un jour il y a un sujet qui t'intéresse, tu veux monter en live, donner ton avis, participer, Avec tu es plaisir. la bienvenue en tout cas aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Reskia. Passe une bonne fin de soirée, pose-toi bien. Bon Bonne courage pour ta. soirée à tout le monde. Merci Reposez-vous beaucoup. bien. Belle Merci. nuit. Merci. À Salut bientôt. Yves. Ciao, ciao. Merci. Les amis, les amis, c'était un réel plaisir d'avoir cet échange avec Reskia sur ce sujet, un sujet fort intéressant. Je vous remercie en tout cas pour votre disponibilité, pour avoir pris le temps d'être dans l'échange, dans l'écoute, hein, dans une écoute active par vos questions et dans votre bienveillance légendaire au monde de Palau. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Reskia si vous avez des questions à lui poser. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre compte Instagram et à tous nos réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube. Quoi encore, LinkedIn, TikTok, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et cet épisode sera diffusé, monté en version podcast sur YouTube. Il sera diffusé après sur nos plateformes de streaming. Pour l'heure, les amis, moi aussi, il est l'heure que j'aille me coucher. Je vous remercie pour votre temps. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Soul Baobab, comme chaque lundi. Bonne soirée à vous, les amis. Bye bye.